Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Manchester City, Manchester United, c'est l'affiche de la 27e journée de Premier League. Le leader contre son dauphin. 14 points séparent les deux équipes. Et oui, parce que Manchester City est inarrêtable. Aucune défaite depuis fin novembre. Meilleure attaque et meilleure défense du championnat anglais. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comment l'équipe de Pep Guardiola est-elle devenue infranchissable ? On va parler de Ruben Dias évidemment et de son association avec John Stones. Mais si les Citizens défendent si bien, c'est aussi et surtout parce qu'ils attaquent très bien. Alors pourquoi Joao Cancelo est-il devenu indispensable ? Comment l'équipe s'organise-t-elle pour évoluer avec autant de milieux de terrain ? On dira aussi un mot sur Juanma Lillo, l'adjoint de Guardiola, et sur le management de l'entraîneur espagnol. Avec moi aujourd'hui, le trio des habitués du foot anglais dans Big Five, Vincent Duluc, Pierre-Étienne Minondio et Dan Perez. Bonjour à tous les trois. Salut. Bonjour. Hello. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. « 21 victoires d'affilée et une 22e dans le viseur pour les hommes de Pep Guardiola. Le derby face à United, c'est dimanche 7 mars. Pep Guardiola bien parti pour remporter son 3e titre avec City en 4 ans, après un début de saison pourtant très laborieux. Alors, est-ce que l'Espagnol a un petit peu changé de recette pour continuer à gagner ? La question se pose puisque son équipe affiche aujourd'hui une solidité défensive inédite. Seulement 17 buts encaissés en championnat. Seul l'Atlético de Madrid fait mieux, 16 buts pris, mais avec 3 matchs en moins que les Citizens. Alors, le symbole de cette stabilité derrière, c'est le défenseur central portugais Ruben Dias. Il a 23 ans, il est arrivé du Benfica Lisbonne en septembre dernier pour 68 millions d'euros. On sait qu'il y avait une faiblesse récurrente chez les Citizens en défense centrale. Pierre-Étienne, pourquoi Guardiola est allé chercher Ruben Dias en particulier ? Comme tu l'as très bien dit, ces dernières années, en fait, il y a eu des recrutements très onéreux de la part de Manchester City en défense centrale. C'était pas toujours concluant. En grande partie parce que, et mes collègues en parleront sans doute mieux que moi, c'est qu'en fait, être défenseur central à Manchester City, c'est peut-être le pire job dans le foot européen parce que vous êtes hyper exposé et en fait, la moindre erreur est fatale souvent. Et en fait, ce qui arrive à faire très bien Ruben Dias, c'est qu'il, notamment parmi ses multiples qualités, c'est qu'il fait très très peu d'erreurs. Il commet très peu de fautes et puis ses transmissions de balles sont, je crois, il a 95% de passes réussies. Et donc, alors voilà, il fait pas des longues transversales comme peut faire Van Dijk, mais c'est quelqu'un d'excessivement sûr et c'est voilà, cette sûreté dont avait besoin la défense de Pep Guardiola. Alors l'année dernière, ici même, Dan, tu nous avais dit que le péché mignon de Guardiola, c'était les défenseurs centraux à l'aise, balle au pied, qui savent comment bien relancer, bien interpréter les espaces, comme John Stones ou Aymeric Laporte. En quoi Ruben Dias possède ces caractéristiques tout en apportant d'autres qualités ? Je crois qu'il y a la différence majeure chez Ruben Dias, en plus de ses qualités défensives et ses qualités notamment dans le duel et dans l'anticipation. Je crois que ce qu'il a apporté, c'est une forme de leadership à la défense. Je vais essayer de m'expliquer. C'est rare que j'aille sur ce terrain. Je trouve que c'est toujours l'aspect mental. C'est un type d'argument qu'il faut manier avec précaution parce qu'il y a toujours une grande part de spéculation. C'est un peu moins visible. Mais on parlait justement, il y a un peu plus d'1 an dans le podcast sur City, du fait que comme Manchester City est très très actif avec le ballon, pense beaucoup avec le ballon, il y avait avant son arrivée, je trouve, une tendance parfois à se relâcher mentalement au moment où on n'avait plus le ballon. C'est-à-dire que c'était... En gros, c'est moins sympa, quoi. C'est-à-dire ça nous emmerde un peu. Mais Guardiola, le premier. Et donc, il y avait une espèce, en tout cas, en plus de leur difficulté parfois à s'organiser défensivement, je trouve que c'était flagrant, cette espèce de relâchement. Et bon, ça nous... Zut, on n'a plus le ballon, on aime tellement avoir ça, on a tellement de choses à faire avec, on s'amuse tellement avec, que quand on l'a plus, ça nous saoule. Et je trouve que Ruben Dias, par son leadership, son amour aussi pour la défense, pour l'aspect défensif, je trouve qu'il a insufflé et il permet de maintenir l'équipe mobilisée un peu plus longtemps sur des séquences défensives. Et ça, je trouve que c'est assez marquant et ça fait une grande différence entre lui et les autres défenseurs qui ont été recrutés précédemment. Dan parle de leadership... Plus précisément, plus techniquement, qu'est-ce qu'il apporte, Ruben Dias ? Bon, déjà, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas le défenseur parfait pour autant. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même impact individuel, par exemple, que Van Dijk à Liverpool. Il lui arrive de faire 2-3 boulettes, etc. Et tout. Mais l'autre est meilleur avec lui qu'avec n'importe quel autre. Et ça, déjà, c'est quelque chose. C'est-à-dire Stones n'a jamais été aussi bon depuis qu'il a signé à City qu'avec Ruben Dias. Donc ça, c'est énorme. Le latéral qui joue à côté de lui est plutôt aussi meilleur qu'avant.
Et ensuite, il y a quand même une chose tout ça devra être passé au tamis de la Ligue des Champions, parce que c'est que quand la route s'élève, la défense de City est pas toujours tout terrain. Mais au moins en championnat, je trouve que le pressing de cette saison, le pressing de City est tellement bonne qualité que la défense subit pas grand-chose quand même. Et en quoi est-ce qu'ils sont... Et que du coup, il est quand même même si au milieu, il y a Fernandinho est plus là pour filtrer, Rodri suffit et quand même, ils prennent que les miettes, quoi. Ils ont quand même, ils ont pas grand-chose à subir quand même de manière générale. Tu parlais de John Stones. En quoi est-ce qu'ils sont parfaitement complémentaires tous les deux avec Ruben Dias? C'est difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, je pense que moi, alors, comme le dit très bien Dan, il y a un aspect sans doute psychologique avec lequel il faut se méfier, parce que ça, c'est des analyses. Moi, comme je ressens le truc avec John Stones, c'est que moi, je me souviens, j'avais l'occasion de faire une interview avec lui dans le cadre de l'équipe d'Angleterre. C'était juste avant la Coupe du Monde, et je me souviens qu'il était d'une timidité maladive et qu'il faisait hyper gaffe à ce qu'il disait. Et j'ai toujours pensé que ce mec, c'était l'incarnation du joueur anglais qui avait été trop médiatisé, trop mis en avant trop tôt, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir 25-26 ans et que je pense qu'il y a une histoire de maturité aussi. Il y a une histoire de j'assume mon statut, je sais que je ne suis pas parfait. Alors qu'avant, c'est un mec à 20 ans, on savait qu'il allait être titulaire en équipe d'Angleterre, quoi. C'est un peu... Il n'est surtout pas identifié comme le pilote de la défense. Et ça fait une grande différence. Ça fait une grande différence, je trouve, par rapport aux précédentes saisons où John Stones pouvait jouer, où il avait ce statut à la fois de défenseur recruté très très cher et en plus c'était un jeune anglais, donc dans une équipe anglaise dominante, il avait ce statut là et ça correspond pas forcément à ses qualités. Or là, sur le positionnement défensif, sur la coordination défensive, l'alignement, à quel moment on va faire monter la ligne, etc., c'est Ruben Dias qui pilote ça, et peut-être que et c'est même très probable que ça lui enlève un certain poids, et donc ça met encore plus en valeur ses qualités. Ils ont marqué 5 buts à eux deux et en ont encaissé seulement 3 lors des 16 matchs qu'ils ont débuté ensemble. Est-ce qu'on peut dire, rapidement, sans partir dans des comparaisons trop longues, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure paire de centraux en Europe en ce moment ? Non, je crois pas. Très franchement, non. C'est déjà une paire de centraux qui permet à City de défendre convenablement, et c'est déjà miraculeux. Mais c'est pas la meilleure paire de centraux. Je pense qu'il y a, je ne peux pas dire 7-8, mais 5-6, j'en suis sûr, qui doivent lui être supérieurs. Non, c'est pas... ça serait vraiment exagéré. Ça reste deux joueurs dont la valeur est quand même très inférieure au prix sur le marché. Et qui doivent encore passer au tamis de la Ligue des Champions. Ça, c'est la première chose, comme l'a dit Vincent. Et la deuxième, c'est qu'ils ont malgré tout un rôle... qui est à la fois plaisant. Pierre-Etienne disait que c'était peut-être le rôle... C'est super délicat d'être défenseur à Manchester City. Alors, il y a un côté plaisant parce que vous participez à l'élaboration des actions, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai qu'ils sont aussi dans une position où on est obligé de les juger avec ce filtre-là, c'est-à-dire qu'ils sont dans une équipe très spécifique, qui défend des très grands espaces dans son dos, qui évolue quasiment à la ligne médiane sur la majorité du match. Et donc, faut aussi les juger avec ce filtre-là, et c'est compliqué, je trouve, de les comparer avec des charnières genre Ramos-Varane qui ont montré par exemple qu'elles pouvaient évoluer dans différents styles, à différentes hauteurs du terrain, et donc qui ont beaucoup plus de références. J'ai pris cet exemple, mais il y en a d'autres. Mais même si on part en France sur Marquinhos Kimpembe, c'est pas supérieur à Marquinhos Kimpembe, sûrement pas. Voilà, c'est pas voilà. Aymeric Laporte peut difficilement espérer retrouver sa place de titulaire. Alors c'est assez surprenant quand même le cas d'Aymeric Laporte. Et tout d'un coup, il a cessé de plaire à Guardiola. Il était son joueur préféré. Il était son joueur de base, celui autour duquel il organisait la défense. Il adorait sa relance, il adorait son pied gauche, il adorait son jeu de tête quand il était face au jeu. Et puis il adorait aussi la menace offensive qu'il faisait passer. Et puis tout d'un coup, il a quand même dû se rendre compte que dans les matchs de Ligue des Champions, quand City s'est fait éliminer, et dans certains gros matchs, à chaque fois qu'il y avait une mauvaise affaire, il était dans le coup. Et c'est vrai, quand on regarde, il était dans le coup dans l'élimination contre Liverpool en Ligue des Champions, dans l'élimination contre Tottenham, dans l'élimination contre Lyon. Donc je pense qu'il a fini de convaincre Guardiola qu'il lui fallait quelqu'un d'autre. Après, ça reste un très bon joueur, mais c'est un joueur lent. Complètement de l'équipe. Il n'est pas sorti complètement de l'équipe. Il y a plusieurs configurations, notamment quand Cancelo... Il est plus titulaire quand même. Il est plus titulaire, ça c'est clair. Il est plus titulaire. Il est plus titulaire, mais il est encore largement dans la rotation. C'est le troisième ou le quatrième, parce que Walker, on va peut-être en parler, il relance beaucoup à 3, et donc il y a un des latéraux qui vient accompagner les centraux pour relancer à 3, et donc
donc parfois Laporte fait ce rôle-là, hein, le troisième, Walker peut le faire, et donc disons qu'il est en bataille avec Walker pour le troisième poste, mais il est clairement derrière Stones et Diaz. Je pense que depuis que Ruben Dias est là, il a dû être titulaire 20% du temps. Pas plus. Oui, mais il était en Ligue des Champions, par exemple. Et il l'a été cette semaine. Donc, voilà, c'est le troisième, quoi. Non, mais mais parfois, le match de Ligue des Champions n'est pas le plus important pour City quand ils sont déjà qualifiés. Quand même. Bon, alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais concrètement, pour que ce soit clair, comment City s'organise derrière en phase défensive, donc avec les deux centraux dont on a parlé, et souvent, Cancelo à gauche et Walker à droite, même si je schématise un petit peu, évidemment, je sais. Comment tout ça s'organise derrière? Si tu me permets, Marie, j'ai envie de répondre en contestant ta question. Conteste. Pourquoi ? Parce que je crois que si on veut comprendre l'organisation défensive de Manchester City, il faut absolument et à tout prix se pencher sur la manière dont Manchester City structure ses phases de possession. Et c'est en fait ce point de départ-là que s'organise après la défense. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre quand on s'intéresse aux équipes de Guardiola, qui lui-même ne cesse de répéter que, évidemment, toutes les phases sont liées, et que toutes les phases de jeu sont liées, et que vous ne défendez bien que si vous attaquez correctement, c'est-à-dire de manière structurée. Pourquoi ? On pourra rentrer dans le détail si tu veux, mais pourquoi ? Parce que, on l'a souvent expliqué à ce micro, plus vous êtes structuré quand vous attaquez, plus vous êtes prêt à bien contre-presser. C'est-à-dire qu'à la perte, vous êtes efficace, vous êtes déjà positionné pour anticiper une éventuelle perte, donc vous êtes efficace à la récupération du ballon. Et je pense que si City est très solide et est une équipe qui est efficace sur le plan défensif, c'est non pas comme on pourrait imaginer d'une équipe dont on dirait qu'elle est efficace sur le plan défensif, c'est non pas parce qu'elle défend bien au sens où elle fait beaucoup de phases sans ballon, mais c'est justement parce qu'elle attaque d'une manière spécifique, avec un tempo lent, elle se structure. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental quand on veut penser à la manière dont City défend, de s'intéresser à la manière dont elle attaque et à la manière dont elle se structure avec le ballon. Est-ce qu'ils pressent toujours autant, les hommes de Pep Guardiola ? Ah oui, ils pressent énormément. Et je trouve que la qualité de leur pressing en ce moment est vraiment intéressante. C'est un truc qu'ils avaient perdu un peu. C'est-à-dire que par rapport à Liverpool, on se disait la différence, c'est que Liverpool, son pressing est violent, le contre-pressing est vraiment violent. Et City, c'est un peu plus gentillet. Mais là, je trouve que parfois, il est un peu plus féroce. Après, sur la structure d'attaque, je trouve que ce qui est passionnant à City, c'est les rôles des latéraux et leur positionnement, tantôt à l'extérieur, tantôt à l'intérieur. Je me souviens d'un des premiers matchs de Guardiola à City, c'était Sagna arrière droit, City arrière gauche. Je vais en conf, je descends et je pose la question à Guardiola et je lui dis, est-ce que vous pensez que Sagna et Clichy ont compris ce que vous leur avez demandé ? Et il avait fait une réponse, il dit j'espère qu'ils vont s'adapter, etc. Je pense qu'ils ont. Sagna jouait comme un milieu de terrain, c'était complètement impossible. Clichy avait des qualités techniques, mais Sagna ne pouvait pas. On va peut-être d'ailleurs revenir sur le rôle de Cancelo tout à l'heure, je crois. Maintenant. Mais si je peux compléter sur le contre-pressing et notamment donc le contre-pressing, le fameux pressing à la perte, qui a été une des marques de fabrique de Liverpool notamment. Alors le City est très très efficace sur cet aspect en ce moment. Et pourtant, ce n'est pas exactement le même type de contre-pressing que Liverpool, parce que Liverpool, il y avait un côté rythme effréné. On joue parfois très direct et on est tout de suite prêt à attaquer les deuxièmes ballons. Donc il y avait un côté étouffant, mais étouffant avec un gros rythme. Or là, City, c'est un peu différent, c'est-à-dire que le tempo est ralenti. Et c'est un contre-pressing qui part d'une attaque ralentie. Alors que Liverpool, c'était un contre-pressing qui partait d'une phase d'attaque hyper énergique. En fait, c'est la différence entre mais c'est un peu deux. comme s'il disait l'adversaire, vous êtes tellement fatigué à courir après le ballon pendant qu'on l'avait, que maintenant que vous l'avez, on va pouvoir vous le reprendre tout de suite. Exactement. Et c'est ça qui est impressionnant. D'ailleurs, il y a de ça. Et surtout, on est préparé. C'est fascinant à voir. Et là, c'est pour ça que City marche très bien en ce moment et est très organisé. Dès la phase d'attaque, quand il y a certains joueurs qui ne sont pas, impliqués directement, et vous voyez, ils sont déjà en train de faire le marquage préventif, le marquage individuel préventif, en anticipant une potentielle perte. Et en ça, on retrouve un Guardiola du Barça ou un Guardiola des grandes années du Bayern, et c'est là où ça devient super intéressant.
Vous les avez évoqués, les latéraux sont évidemment indispensables au système de Guardiola. Donc avant, il y avait Clichy et Sagna, et maintenant... Là, c'était la préhistoire. Hein. Maintenant, il y a Joao Cancelo, donc le Portugais qui est arrivé de la Juve en août 2019 et qui était censé partir l'été dernier. Oui, parmi les miracles de cette saison, il y a le niveau qu'il atteint, alors qu'on pensait effectivement après une première saison mitigée. C'est d'ailleurs un peu le cas de Rodri aussi. Hein. Rodri, sa première saison, c'était pas extraordinaire, et là, il est excellent. Donc ça prouve aussi la capacité de Guardiola voilà, il faut un temps d'adaptation généralement et il arrive à faire progresser ses joueurs ensuite. Et là, il fait vraiment une saison assez dingue. Cancelo, c'est un des 3 meilleurs joueurs de l'équipe. Il peut jouer tous les postes, qu'adore Guardiola. Il joue à un nombre de postes délirant. Et alors, il est un peu plus en difficulté à gauche parce quand il est à gauche, il a du mal il a quand même pas un pied gauche fantastique, donc il se met toujours sur son pied droit, c'est assez marrant, donc il perd toujours du temps là-dessus. Mais c'est quand même un joueur assez impressionnant, et bon, Dan en parlera mieux que moi. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que voilà, quand il joue par exemple arrière droit, ce qui est assez fréquent, il passe directement au milieu pour soutenir la sentinelle en phase de possession, donc il est constamment en mouvement, il touche énormément de ballons, et en plus il est décisif. En Ligue des Champions, quand ils ont gagné à Mönchengladbach, c'est lui qui fait les 2 passes décisives. Voilà, il est très très impressionnant. Alors Guardiola a dit de lui cette saison, nous avons eu besoin de temps pour nous comprendre. Maintenant, c'est le meilleur joueur à l'entraînement. Dan, dans la lignée de ce que vient de dire Pierre-Etienne, qu'est-ce qui a changé chez Joao Cancelo ? Il avait déjà commencé la saison dernière à être de temps en temps placé dans un rôle très, très à l'intérieur, malgré une position d'origine en tant que latéral. Et disons que maintenant, il s'est complètement acclimaté à ce rôle. Et juste pour compléter ce que disait Pierre-Etienne, c'est-à-dire que même quand il part de la gauche, en fait, certes, il a tendance à revenir systématiquement sur son pied droit, mais vu qu'il est censé être très orienté à l'intérieur, c'est pas si grave qu'en fait, parce qu'il s'oriente sur son pied droit naturellement, et c'est dans la continuité de la structure de City. Et d'ailleurs, tu disais qu'il avait été décisif sur les deux buts. C'est d'ailleurs, il part du côté gauche, il rentre sur son pied droit et il fait une diagonale. Mais avant cette action-là, il y a plusieurs actions où il déborde, il arrive pas à centrer parce qu'il a pas le pied gauche. Les rares fois où il doit déborder, c'est quand même rare, parce qu'il y a finalement peu de débordements de Cancelo et des latéraux en général. C'est vrai que là, il peut être en difficulté. Mais pour revenir, si on peut développer un peu sur le rôle de Cancelo, je disais tout à l'heure, on parlait de la structure en phase d'attaque, et comment la question c'est c'est bien gentil de bien s'organiser, de bien se structurer, mais vous faites comment? Et une des solutions ici, c'est de faire rentrer ce latéral là à côté de son milieu défensif, donc très très à l'intérieur. C'est un marqueur de Guardiola. Ça, c'est un marqueur de Guardiola, oui, depuis le Bayern. C'est en octobre 2015 contre Cologne avec le Bayern, où il fait jouer Lam et Rafinha à l'intérieur. Mais Cruyff l'avait déjà fait du temps où Guardiola était son joueur. Il avait déjà testé ce type de position. Ça permet notamment de bien structurer, de prévenir... d'anticiper les contre-attaques parce que vous êtes assez dense dans l'axe. Et surtout, il y a un côté hyper contrôle du match. C'est-à-dire que c'est comme si City n'avait pas assez de milieu. En gros, on vous en rajoute un. Tu vois, tu as l'impression, parfois tu dis, mais il y a encore un autre milieu là sur le terrain. Non, en fait, c'est le latéral qui vient et qui fait aussi le milieu. Et donc, du coup, il y a beaucoup de moments où c'est presque ingérable pour l'adversaire, parce que vous sortez sur Cancelo, en fait, vous libérez l'espace derrière pour Silva ou De Bruyne ou Gundogan. Vous sortez pas sur Cancelo, Cancelo il a le pied maintenant suffisamment pour organiser, pour avancer le balle au pied. Et si vous faites défendre vos attaquants sur Cancelo, c'est Stones qui peut avancer balle au pied jusqu'aux 30 mètres adverses. Donc il y a un côté, vous êtes un peu submergé en fait par ce joueur supplémentaire qui débarque. Il y a assez de milieux à gérer à City, on vous en rajoute un. Et ça, on va peut-être en parler, mais je pense que ça porte aussi la marque du nouvel adjoint de Guardiola. Et il y a un côté très étouffant là-dedans à gérer pour l'adversaire. On en parlera plus tard. Donc Vincent, tu le disais, Guardiola a déjà expérimenté avec ses latéraux au Bayern, donc avec Lam, Kimmich et Alaba. Ici dans Big Five, on en a déjà parlé tous les 4 d'Alexander-Arnold et de son utilisation bien particulière à Liverpool. Est-ce que Cancelo s'inscrit un petit peu dans cette lignée ? Non, je trouve que Cancelo, c'est pas comme Alexander-Arnold. Alexander-Arnold, c'est un arrière-droit classique, quasiment. Je trouve, dans l'occupation des zones, dans le registre, il est presque classique. On en parle parfois comme d'un meneur un peu reculé. Oui, mais ça s'est vu dans l'histoire du foot et dans l'occupation des zones. Ce que fait Alexander-Arnold, ça ressemble à ce qu'ont fait beaucoup de latéraux. Manfred Kals dans l'Allemagne des années 80 je me souviens, t'en avais parlé. Qui était un des premiers offensifs après Facchetti dans les années 60 en Italie.
Il était dans son couloir, il centrait, il faisait moins bien tout ce que fait très bien Alexander-Arnold. Donc, Cancelo, ce qui est intéressant... C'est un autre registre. C'est un autre registre. Et puis, il y a autre chose. C'est-à-dire qu'en dehors du rôle, il y a son efficacité et son influence. C'est-à-dire qu'en Angleterre, c'est les joueurs qui déclenchent le plus d'occasions dans tout le pays. Ce gars, c'est l'arrière-gauche, il n'est même pas gaucher, et c'est le gars qui déclenche le plus d'occasions. C'est énorme. Et c'est quelque chose qui change vraiment le jeu. Mais c'est vrai que ces positions-là, d'ailleurs, c'est étonnant que ça ne soit pas plus imité en fait, par les entraîneurs ailleurs, de mettre les latéraux à l'intérieur, d'autant qu'ils ne restent pas à l'intérieur pendant toute la séquence. C'est-à-dire qu'ils viennent offrir un appui, puis après, que selon les déplacements des ailiers, ils reviennent reprendre à l'extérieur. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Mais Cancelo, c'est la grande surprise de l'année, et c'est ce qui a permis à City de trouver une alternative, notamment pendant les blessures de De Bruyne. Cancelo pense donc maintenant comme un milieu de terrain, on l'a compris. Impossible de parler des milieux à City sans évoquer la transformation d'Ilkay Gundogan. C'est le co-meilleur buteur du club avec Sterling cette saison, 13 buts chacun. Comment est-ce que vous définiriez son rôle sur le terrain ? Ça varie selon les matchs, c'est très compliqué. J'ai fait exprès de poser une question ouverte. Parce que en fait, toutes les questions compliquées, c'est pour toi, Pierre. Du coup, je fais la réponse assez courte, comme ça, c'est. Non, mais en gros, pour faire vite. Parce que là, sur les tout derniers matchs, il a un rôle un peu plus défensif. Par exemple, on parlait du match en Ligue des Champions, c'était vraiment, il était un peu redevenu un 6. Mais on va dire que depuis la fin de l'année 2020, il est passé en gros de 6 à relayeur. Et en gros, il a eu une capacité à jouer plus haut parce qu'en gros, il a abandonné le double pivot Guardiola. Et à partir de là, il a aussi profité du fait que Agüero joue pratiquement pas cette saison. Et donc, en fait, il s'est vraiment projeté, et je pense que c'est le rôle de l'adjoint de Guardiola dont nous parlera Dan tout à l'heure. Il s'est projeté énormément devant le but, il a retrouvé des qualités qu'il avait quand il était en Allemagne, vraiment de killer, vraiment, mais les buts qu'il marque, c'est des trucs de fou, quoi. Franchement, il faut les revoir, c'est en deux contacts, hop, je frappe exactement là où il faut, donc il s'est découvert des qualités de buteur. Voilà, et tout en nuançant sur le fait que ces derniers matchs, c'est un peu moins le cas parce que j'ai l'impression qu'il joue un peu plus bas, parce que y a beaucoup de raisons, parce que De Bruyne est de retour aussi, et puis parce qu'il joue un peu plus avec un 9, ce qui lui laisse peut-être moins l'opportunité de monter. Ouais, c'est parce qu'il y avait un manque au niveau des neufs à City que... C'est pas un manque, mais c'est-à-dire qu'il jouait un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'il avait la capacité de se projeter. Je pense que quand il y a... Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que quand Agüero joue, par exemple, j'avais regardé tous les buts qu'il met, tous les doublés qu'il met, c'est quand Agüero joue pas. Mais quand Agüero est là, en fait, là où il va se projeter, Agüero, il a un sens du but exceptionnel. Donc, en fait, quelque part, il se marcherait un peu sur les pieds, quoi. Oui, et puis quand l'équipe défend en avançant, celui qui avance, il est plus près du but. Ouais. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui mord. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que je me rappelle l'an passé, je crois, avant un match de Ligue des Champions, on se demandait qui allait jouer, si c'était Gundogan ou un autre, etc. Et Guardiola répond dans une conf de presse, il dit « Mais Gundogan, j'hésite parce qu'il est beaucoup plus offensif que les autres. » Et nous, on se regarde, on se dit « Mais Gundogan, il est vraiment plus offensif que les autres, il est sûr de ce qu'il dit, Pep. » Et en fait, la saison montre que oui, qu'effectivement, qu'il a ces qualités-là, qu'il est capable, je sais pas, il a marqué quoi, 10 buts en 2 mois entre la mi-décembre et la mi-février. C'est un truc de fou. Ouais. C'est le meilleur buteur de Première Ligue depuis 3 mois, sur les 3 derniers mois. Tout à fait. Et du coup, quand City attaque, il y a beaucoup de monde dans l'axe, avec beaucoup du coup de milieu de terrain de formation. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Dan. En quoi est-ce que c'est primordial pour Guardiola aujourd'hui ? Pardon, je reviens, c'est pas une marotte, mais c'est un fil conducteur, je suis désolé, mais on en revient à cette histoire de contrôle. C'est-à-dire que regardez, le match où City a concédé j'arrive à ta question, mais le match où City a concédé le plus d'occasions récemment, c'est contre West Ham. Comme par hasard, c'est le match où Agüero était titulaire. Et donc, c'est le match où ils ont eu le moins de contrôle. Et d'ailleurs, il y avait Agüero et Ferran Torres, qui a un ailier qui a pas vraiment, c'est pas vraiment un joueur de conservation. Donc, c'est 2 millions en moins. D'accord ? C'est comme si City jouait avec 2 millions en moins. Il n'y avait même pas Cancelo, donc on pourrait dire presque 3 millions en moins. Et comme par hasard, ils ont perdu des ballons, ils ont concédé des attaques rapides, et ils n'ont pas réussi à bien se structurer. Et comme par hasard, c'est là où ils ont concédé, c'est le match, ils n'auraient pas dû le gagner. Enfin, si on regarde les occasions créées et concédées, en gros, ils ne méritaient pas, si ce terme existe en foot, ils ne méritaient pas vraiment de gagner. Et donc, pour revenir à ta question sur l'empilement des milieux, City a joué la majeure partie de ces 17 derniers matchs, si on exclut les coupes, la majeure partie sans Jésus et sans Agüero. Donc c'est-à-dire qu'ils jouent parfois ils attaquent presque en 3-7-0.
D'accord, c'est-à-dire avec 7 milieux, sachant que, on l'a dit, Stones, il peut penser comme un milieu, il a déjà joué milieu défensif, même avec l'Angleterre, par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet le contrôle, ça permet de libérer des joueurs comme Gundogan, comme Bernardo Silva, et ça permet de les faire arriver dans la surface, et donc de créer beaucoup de troubles pour l'adversaire, beaucoup de désordre, parce que, tu l'as dit, la menace, elle est multiple, et donc ça permet de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'à la fois, j'ai un grand contrôle, parce que j'ai quasiment que des numéros 10 dans ma team, comme dirait Booba, et deuxièmement, j'ai des milieux qui sont capables d'arriver dans la surface et d'avoir une finition très intéressante, en plus de celle de Sterling. Et donc, c'est un cocktail qui est hyper efficace. Et donc, quand parfois il y a Agüero, quand il y a Jésus, c'est un peu moins efficace, même si Gabriel Jésus essaye de beaucoup dézonner, de participer, mais il y a moins cette structure-là et ce contrôle-là. Alors, City domine toutes les stats collectives offensives en championnat, donc les expected goals, le nombre de tirs de ballon touchés dans la surface adverse, etc. Mais aucun de ces joueurs n'est numéro 1 sur les stats individuelles. Ça va dans la lignée de ce qu'a expliqué Dan. Oui, donc à part Cancelo sur les occasions créées, sur les passes avant occasion, mais si ça peut compter, à part Gundogan donc sur les buts depuis 3 mois, donc c'est pas rien. Mais après, c'est évident que c'est l'équipe, quand elle a le ballon, qui est la plus collective du Royaume et la plus collective d'Europe, d'ailleurs, en ce moment. Il n'y a pas une équipe européenne qui a un jeu collectif aussi agréable à regarder, qui réconcilie en plus la possession et l'efficacité, ce qui depuis quelques années paraît souvent irréconciliable, paradoxalement. Et là, pour le coup, il parvient. Il y a quelque chose, je trouve, de hyper impressionnant, c'est qu'en fait, du coup, ils sont pas dépendants d'un joueur, quoi. Il l'était un peu avant avec De Bruyne la saison dernière qui marchait sur l'eau. Et là, en fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est quand il y a des joueurs qui passent un peu à côté, en fait, ils sont toujours compensés. Là où Tottenham, par exemple, sans Kane, c'est très compliqué. Enfin, il y a beaucoup d'équipes, même Paris, sans Neymar. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Là, franchement, je reviens au match de Gladbach. C'est hyper impressionnant, le match de Gladbach. C'était un jour sans pour Foden, pour Gabriel Jesus, pour Sterling, et en fait, ils ont quand même dominé. Enfin, il y a toujours des solutions, en fait. Alors, depuis l'été dernier, on y arrive enfin. Guardiola est assisté par Juan Malillo. Donc, c'est un technicien de 55 ans. C'est le dernier entraîneur du Catalan lorsqu'il était joueur. Et pour Guardiola, travailler avec lui est un rêve devenu réalité. Au regard de tout ce qu'on a expliqué depuis le début de l'épisode, en quoi Juan Malillo a influencé Guardiola depuis le début de la saison, en quoi il lui a beaucoup apporté. Juan Malillo, c'est un des mentors de Guardiola. Bon, c'est pas au niveau de Cruyff, mais c'est juste en dessous. C'est un des théoriciens du jeu de position qui est très cher à Guardiola. Ça a été le plus jeune entraîneur à la tête d'une équipe de Liga à 29 ans à l'époque. Il était très hype. Il est surtout connu pour son côté théoricien. Il avait été recruté par Sampaoli comme adjoint pour développer les phases de possession pour mieux structurer son équipe. Et c'est un homme qui pense le football beaucoup et qui a rêvé déjà à haute voix de voir une équipe à 11 milieux de terrain. Et c'est un peu son truc. Il a inventé le 4-2-3-1 avec 3-10. Il aime bien avoir des milieux. Il a toujours bien aimé avoir des milieux qui arrivent dans la surface, qui se projettent, mais qui arrivent, qui n'y sont pas et qui arrivent à la fin des actions. Et quand on sait tout ça et qu'on voit le City de Guardiola aujourd'hui, on comprend que, disons qu'il n'est pas laissé dans un placard au moment de penser l'équipe et au moment d'imaginer la manière dont on va élaborer la tactique de Manchester City. Il est connu en Angleterre ? Non, personne n'en parle, il n'est pas connu du tout. D'ailleurs, je t'ai juste dire en parenthèse, en tant que supporter d'Arsenal, j'aurais préféré que Guardiola il garde Arteta, mais ça, il n'y a pas de monde parfait. Non, je l'ai cité dans un papier récemment, mais c'est uniquement parce que Dan m'a alerté sur le sujet. J'avoue que pourtant, je lis pas mal de papiers sur City, je n'en avais jamais entendu parler. Moi, il y a une personne dans le staff de City avec qui je suis en relation de temps en temps, c'est Nicolas Jauvert, qui est le Français responsable des coups de pied arrêtés. Et c'est vraiment, d'abord son boulot est passionnant, lui il est passionnant, et l'expérience qu'il vit est exceptionnelle. Guardiola a récemment déclaré « Parfois, j'exprime trop mes sentiments et Lio me calme pour mieux lire les situations. » Donc, au-delà de son influence tactique, il est aussi très précieux dans
dans le management. Est-ce que le Catalan, du coup, a évolué aussi sur cet aspect-là ? Et là, je pense... Moi, je trouve que, contrairement à parfois ce qu'on peut entendre, je trouve que Guardiola s'est retrouvé et se renie un peu moins cette année. Je ne sais pas si c'est complètement dû à Lio, c'est difficile de l'évaluer. Il faut attendre le gros match de Ligue des Champions. Il faut attendre, exactement. C'est exactement. Ça allait être la suite de ma phrase. Le dernier match, c'est voilà. celui où il faut... Voilà, la question c'est, bon, Pep, tu vas peut-être être éliminé, mais va au bout de ton truc, quoi. Arrête, n'écoute pas les Anglais, n'écoute pas les grognons. Au moins, tu seras content de tomber avec ta première idée. Parce que là, j'imagine la frustration qui doit être la sienne, parfois, quand il a changé des plans. Alors, on sait qu'il se prend énormément la tête. C'est un des entraîneurs les plus cérébraux, je crois, le plus cérébral peut-être qui soit. Donc, il se prend énormément la tête sur ses plans de jeu. Et oui, on espère, mais pas parce que... on espère, mais même pas en tant que supporter de City, juste en tant qu'amateur de foot, on espère que il va pas d'un coup sur le gros match de Ligue des Champions rebasculer et double pivot, le retour du. À quoi ça sert d'être génial si t'es éliminé par Maxwell Cornet ? Franchement, c'est pas un destin. Juste un petit truc, il y a un truc qui me fascine avec son management, c'est que en fait, t'as l'impression qu'il aime ses joueurs en fait. Et il le fait des déclarations d'amour qui sont complètement dingues. Et il a dit des choses sur Foden, sur Laporte, sur Agüero, mais en même temps, c'est des déclarations d'amour que les joueurs ne peuvent pas tenir. Et généralement, il les déclare avant de les déclasser. C'est-à-dire que ça me fascine complètement cette histoire. C'est-à-dire que c'est le joueur, je pense, qui dit le plus de bien de ses joueurs, mais c'est l'entraîneur qui dit le plus de bien de ses joueurs, mais c'est l'entraîneur qui n'aura aucun mal à les déclasser. Et quelque part, il dit aux joueurs, je t'aime, mais est-ce que tu es à la hauteur de cet amour ? Et en fait, le joueur, soit il l'est, mais il finit par plus l'être. Et Guardiola ne dit rien, parce qu'il ne parle jamais des joueurs déclassés. Et en fait, c'est le contraire de Mourinho. Parce que tu dis souvent que Mourinho il fracasse ses joueurs. Et c'est doublement gagnant pour Mourinho. Parce que, si le joueur est bon, on dirait que c'est grâce à Mourinho. Et Guardiola, c'est l'inverse. Il fait une déclaration d'amour à ses joueurs. Soit le joueur est à la hauteur, on dit, mais c'est normal, parce que c'est un des favoris de Guardiola. Soit il ne l'est pas. Guardiola ne dit rien et on dit « Ah mec, t'es pas tout à fait à la hauteur de l'amour de ton entraîneur ». C'est assez étonnant. Et il fait des déclarations, c'est délirant. Voilà, c'est un truc étonnant et qu'il continue de faire. Donc son management, à ce niveau-là précis, n'a pas trop changé. Dan ? Puisqu'on en est au dernier mot, je me faisais une réflexion avant le podcast. Je me pose une question autour des matchs à huis clos. On sait que ça perturbe beaucoup d'équipes, ou en tout cas ça les empêche d'installer un certain contexte d'intensité. Et je me demande... je ne sais pas, c'est peut-être farfelu, mais je me demande dans quelle mesure ça peut bénéficier à City. Ouais. En fait, on l'a dit, cette équipe, elle aime évoluer sur un tempo calme, structurer son jeu, s'installer chez l'adversaire et finir par trouver la faille. Je ne dis pas du tout qu'ils ne pourraient pas le faire dans des stades pleins. Guardiola l'a déjà prouvé avant, il ne débarque pas de nulle part. Mais j'ai l'impression que le huis clos affecte moins ce genre d'équipe, ce genre de football. Et en fait, ce qu'il détestait, Guardiola, il avait dit la première saison, c'était les deuxièmes ballons. Il détestait ça, les mecs jouaient long, tout le monde hurlait, ça mettait des coups de partout, il en prenait plein la tête, il détestait ça. Et en fait, tant que le match ne dégoupille pas avec cette équipe, City va vous battre. Bien sûr. Et donc, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'un match a moins de chances de dégoupiller lorsqu'il se dispute à huis clos ? Moi, je pense que ouais. Et c'est pour ça qu'il a une vraie chance en Ligue des Champions, du coup. Alors, dernière question. L'an passé, il a été éliminé à huis clos, je vais juste le rappeler. Oui, c'est vrai. Ouais, mais il a... Par Maxwell Cornet encore. Dernière question que j'avais pas spécialement prévue, mais là vous m'avez donné envie de la poser. Tactiquement, contre qui ce serait le plus intéressant de les voir jouer en Ligue des Champions ? Donnez-nous un Bayern City, s'il vous plaît, un aller-retour Bayern City, qu'on voit les deux, le tenant du titre, une équipe très très intense, avec de la qualité partout contre la meilleure équipe d'Europe actuelle. Alors on a un peu envie de l'avoir en finale, moi j'ai un peu envie de l'avoir en aller-retour aussi, donc je suis un peu partagé. Vincent ? L'aller-retour cette année, il n'a pas le même charme. Si c'est pour jouer une fois à Budapest, ou 2 fois à Budapest, c'est quand même pas la même chose. Donc non, une bonne finale, ce serait pas mal. Une bonne finale, non, mais le Bayern, oui. De toute façon, c'est l'équipe qui joue le mieux en Europe contre la meilleure équipe européenne. Donc forcément, on a envie de voir ça. Pas mieux. Pierre-Etienne, tu suis. Bon, on s'arrête là. Je le rappelle, le prochain match des Citizens, c'est le dimanche 7 mars face à United. On a hâte d'y être. Merci à tous les 3, Vincent Deluc, Pierre-Etienne Minondio et Dan Perez. Merci aussi à Antoine Bourlon et Roland Richard pour la préparation et la réalisation de cet épisode. Et vous qui nous écoutez, continuez à vous abonner à Big Five et à nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine.